Binge Audio présente. Produit par Binge Audio et Pinot Collection. Ça a commencé comme ça, Jeff Koons. Il a suffi d'une petite phrase pour aiguiser votre curiosité et vous faire venir jusqu'à cette galerie d'art en plein cœur de New York. On vous a dit « J'espère que t'aimes le basketball ». Bon, il est vrai, le sport, ce n'est pas trop votre truc, mais vous savez quelques petites choses sur le basket. À New York, en cette année 1985, c'est inévitable. Tous les gamins y jouent. Les matchs font des audiences exceptionnelles. Magic Johnson et un petit nouveau Michael Jordan font le show chaque semaine. Mais tout ça n'explique pas encore le rapport avec cette galerie d'art. En entrant, pourtant, vous apercevez plusieurs cuves en verre et en acier, des sortes de grands aquariums. La couleur orange vous saute immédiatement aux yeux, car ce sont bien des ballons de basket qui semblent suspendus à l'intérieur, comme en lévitation. Vous vous approchez et restez captivé par ce tour de force. Le ballon est en réalité immergé dans de l'eau et précisément jusqu'à sa moitié. Il est comme en équilibre. C'était donc vrai ? Voilà, une œuvre d'art conçue avec un objet du quotidien, un objet trivial qui n'a normalement rien à faire ici. La position du ballon, qui semble si stable, vous intrigue et vous apaise peut-être aussi. Pourtant, vous le pressentez, ce ballon est voué à bouger un peu au gré des températures, des vibrations, et vous vous mettez alors à penser à vous. C'est quoi votre position à vous ? Est-ce qu'à la manière de ce ballon de basket, vous aussi vous pourriez trouver votre équilibre ? Cette œuvre, issue de la série Equilibrium, est signée Jeff Koons, un artiste américain qui s'est rendu célèbre pour ses statues monumentales inspirées par la culture populaire. Ce ballon de basket représente ce qui était alors un vecteur de mobilité sociale. Par sa position dans cet aquarium, il évoque peut-être l'équilibre social, mais aussi précaire que l'on peut trouver dans sa vie. Taxé de kitsch, souvent controversé, Jeff Koons revendique de faire de l'art pour le plus grand nombre. Ça a commencé comme ça. Jeff Koons. Certains enfants grandissent entourés d'amis. Jeff Koons, lui, était entouré d'objets. Il est né en 1955 à York, en Pennsylvanie, sur la côte est américaine. Et il a passé une partie de son enfance dans le magasin de décoration d'intérieur de son père, qui était également marchand de meubles. Et l'endroit fascine le jeune garçon. Il est sensible à la façon dont les objets sont exposés, à leur texture, leur couleur. Il observe les allées et venues des nouveaux objets, les changements dans les pièces selon qu'elles soient de style colonial américain ou français provençal. Il est aussi friand des petits objets souvenirs que l'on trouve dans des parcs à thème et lieux de vacances. En fait, il perçoit déjà les émotions et la nostalgie à travers les objets. J'ai appris très tôt que les combinaisons de couleurs ou que différents objets influent sur votre humeur. Pendant son enfance, il montre des dispositions pour le dessin. Ses parents, voyant la passion de leur fils, acceptent de lui payer des cours et il faut croire qu'ils ont bien fait. À 9 ans, il copie des tableaux de maître que son père expose dans la vitrine de sa boutique. Il fait ses études à côté de chez lui, à Baltimore, au Maryland Institute of Art. À 18 ans, il rencontre l'un des peintres qu'il admire le plus à l'époque, Salvador Dali. Il parvient à l'appeler et le peintre l'invite à venir voir l'une de ses expositions dans une galerie new-yorkaise. Il dit l'avoir trouvé doux et généreux et avoir compris, à ce moment-là, que l'art pouvait devenir un mode de vie pour lui. En 1976, Jeff Koons a 22 ans et s'installe à New York. Pour gagner sa vie, il travaille comme responsable du guichet des abonnements au MoMA, le musée d'art moderne de la ville. Et pour convaincre les gens d'adhérer, il a déjà une idée. Il se fabrique des tenues qui ne passent pas inaperçues
Il enfile par exemple un gilet en papier surmonté d'un bouquet de fleurs artificielles et de perles en plastique, tout cela pour capter l'attention du public. Pour lui, c'est déjà une performance. Mais être au MoMA, c'est aussi une occasion de se plonger dans l'art moderne, et notamment dans les œuvres de Marcel Duchamp, qu'il fascine. L'artiste français est le créateur du ready-made, qui consiste à s'emparer d'un objet et le priver de sa fonction utilitaire pour en faire une œuvre, juste par le fait de lui donner ce statut. Au lieu de choisir quelque chose qui vous plaise ou quelque chose qui vous déplaise, vous choisissez quelque chose qui n'a aucun intérêt visuellement pour l'artiste. Autrement dit, arriver à une chose, un état d'indifférence envers cet objet, à ce moment-là, ça devient un ready-made. Si c'est une chose qui vous plaît, c'est comme les racines sur la plage. Pour nous, alors c'est esthétique, c'est joli, c'est beau, on met ça dans le salon. C'est pas du tout l'intention du ready-made. L'intention du ready-made, c'est de se débarrasser de cette idée du beau ou du laid, comprenez-vous ? Pendant ces années d'apprentissage, Jeff Koons crée, il expérimente dans son petit appartement, accroche des appareils électroménagers à des miroirs, à des néons. Et c'est à la suite de ces essais qu'il crée sa première série d'œuvres exposées au public, intitulée The New. New, c'est-à-dire neuf. Comme ces aspirateurs qui sont posés dans des vitrines en plexiglas et éclairés par des néons. L'exposition est tellement portée sur ces pièces que de nombreuses personnes pensent se retrouver dans un magasin d'électroménager. En tout cas, personne ne veut acheter ces œuvres, dont la fabrication a mis Jeff Koons sur la paille. Il est acculé et doit retourner chez ses parents. C'est un coup dur pour l'artiste en devenir. Sa crainte, c'est de briser cet élan, d'être oublié, mais son obstination est toujours là. Il passe quelques mois donc à faire des économies, revient et prend un travail de courtier en matières premières à Wall Street qui va l'aider à financer ses créations. En 1985, il présente Equilibrium, une série consacrée à l'équilibre, celui que nous cherchons à trouver personnellement ou dans notre vie sociale. Et c'est à cette occasion qu'il met en scène ces fameux ballons de basket dans des réservoirs remplis à moitié d'eau. Pour parvenir à cet équilibre fascinant, il consulte des scientifiques, notamment Richard Feynman, prix Nobel de physique. Il vend cette œuvre pour $2700, et c'est une première victoire. Mais ce qui le fait véritablement connaître, c'est la création de Rabbit en 1986. La statue d'un lapin que l'on dirait fabriquée avec des ballons gonflables, en réalité en acier inoxydable. Son aspect brillant, métallique, lisse, reflète ce qui l'entoure et celui qui le regarde. Dès cette époque, Jeff Koons a beaucoup d'ambition pour ses œuvres, qui demandent des recherches, de la précision technique et du temps de fabrication. Certaines nécessiteront jusqu'à 3 ans de travail. Il monte donc un studio dans un loft dans le quartier de Soho à New York et s'entoure de nombreux assistants. Ce lieu n'est pas sans rappeler la Factory, le lieu de création de l'artiste Andy Warhol, l'un des plus fameux représentants du pop art et une influence majeure de Jeff Koons. Dans ces années 80, Jeff Koons répond parfaitement à son époque qui encense des pop stars, s'empare des codes de l'art pour faire de la communication et du marketing à grande échelle. C'est l'époque du culte de l'image, des mannequins sur papier glacé et des couleurs flashy. C'est dans ce contexte qu'il expose la série Banality, Banalité, composée d'icônes de la culture populaire, bibelots, peluches, ours souriants, fabriqués à partir de bois et de porcelaine et d'une touche rococo très assumée. Parmi eux, par exemple, la star américaine Michael Jackson, en blanc et or, tenant dans ses bras son singe domestique Bubbles. Jeff Koons, évidemment, fait réagir, quoi qu'il crée. Et en 1990, pour sa nouvelle exposition, il fait même plus que ça, il provoque le scandale. Avec Made in Heaven, il explore le désir, le sexe et le montre de façon crue, sans tabou, aux yeux de tous. Il se met en fait lui-même en scène avec sa femme, Ilona Staller. Elle est d'ailleurs alors plus connue sous le nom de la Cicciolina, une actrice porno italienne très provocatrice, devenue députée. Leur mariage a été très médiatisé. L'exposition est composée de sculptures en verre, en bois, en marbre, et de photographies qui montrent des rapports sexuels de manière explicite.
mais l'association avec la Cicciolina a beaucoup de sens pour lui. Ilona donne à Jeff la possibilité de voir jusqu'où il peut se promener, dans l'univers populaire, dans l'univers des masses, et moi, en retour, je lui offre un public plus sophistiqué. Ilona me donne son côté ordinaire, moi je la transfigure. C'est ce qui nous plaît. Leur mariage ne dure pas plus de quelques mois, et Ilona part brusquement pour l'Italie avec leur jeune fils encore bébé. Ce geste, que Jeff Koons désignera comme un enlèvement, équivaudra au couple désuni des années de procédure, fait évoluer son travail artistique. Il imagine pour cet enfant qui grandit loin de lui une nouvelle série artistique, Celebration, composée d'éléments de la culture populaire vouée à la fête, aux réjouissances, telle la peinture d'un morceau de gâteau ou un cœur gonflable suspendu et surmonté d'un nœud doré. Ainsi, Party Hat, chapeau de fête en français, rappelle le chapeau que portait son fils la veille de son départ pour fêter ses 1 an et demi. Jeff Koons a toujours veillé à l'objectivité de ses œuvres, au fait de se dégager de son propre être dans sa création artistique, même si elles sont évidemment influencées par sa propre vie. Ainsi, cet énorme chapeau, lui aussi, représente pour lui un regard universel sur les moments d'anniversaire qui rythment nos vies et peut même rappeler des moments d'enfance, de célébration, comme la venue du cirque dans les villages. Mais la production des pièces de Celebration est complexe, particulièrement sophistiquée et demande donc beaucoup d'argent. Jeff Koons se retrouve presque en faillite. Il est obligé de se séparer de la majorité de ses collaborateurs. Pour son entourage, il devrait arrêter les frais, passer à autre chose. Et son obstination, encore une fois, finit par payer. Il faut dire qu'il est soutenu par le monde de l'art. Une galerie parisienne propose même pendant ces années difficiles une rétrospective de ses premières œuvres. Et c'est ainsi que Celebration verra donc le jour. La pièce la plus célèbre de la série s'intitule Balloon Dog. Elle a la forme d'un chien qu'un clown aurait fabriqué avec des ballons à un anniversaire d'enfant, explique Jeff Koons. Mais il dit aussi que Balloon Dog a la profondeur d'une sculpture archaïque. L'extérieur est un reflet qui rappelle son existence à celui qui la regarde. C'est comme un cheval de Troie, ajoute-t-il. On ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Ce matin, au château de Versailles, ambiance événement. Dans les jardins, un artiste américain en élégant costume gris est poursuivi par la troupe médiatique. En 2008, la France lui ouvre les portes du plus prestigieux des monuments de son patrimoine historique. 17 de ses sculptures sont exposées dans ces pièces foulées par Louis XIV et sa cour, et notamment un homard rouge gonflable en acier inoxydable, la statue en porcelaine de Michael Jackson, ou encore le Balloon Dog. Faire dialoguer les œuvres contemporaines de Koons au milieu des fastes de la royauté scandalise évidemment certains spectateurs. Mais l'exposition est un succès. La France qui n'a pas peur de la contemporanéité, de l'art contemporain, ça fait du bien. Elle crée de l'inattendu, oblige le visiteur à regarder différemment les espaces et à s'interroger sur les différentes manières de créer. Et il faut croire que cette confrontation a inspiré l'artiste. Mêler le passé avec le présent, jouer sur les effets de matière, les contrastes entre les époques, c'est le principe de la série Gazing Ball, créée en 2013. Jeff Koons met en avant un objet, un globe bleu roi, qui lui rappelle ceux qu'il voyait dans les jardins de ses voisins. Il le conçoit évidemment réfléchissant et l'associe avec des œuvres de l'histoire de l'art qu'il se réapproprie. C'est ainsi qu'il pose ce globe sur la copie du tableau Coupe de Picasso ou sur des statues grecques comme Hercule Farnèse. Par ce geste, il unit le passé et le présent, l'histoire de l'art et l'innovation artistique d'aujourd'hui. Et puisque l'environnement de la sphère s'y reflète, il tente aussi de nous y inclure. Car comme il aime le dire, c'est vous qui terminez l'œuvre, car sa signification se trouve en vous. Art can be a terrible discriminator. It tries to make people feel guilty. L'art peut être une discrimination. Il essaye de rendre les gens coupables et honteux de leur passé culturel.
Un des buts directs que je cherche à atteindre, supprimer cette culpabilité, cette honte, pour que les gens puissent se dire que leur passé culturel est parfait. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, Pinot Collection, écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Younes Boussif. Prise de son, Paul Berthiaud et réalisation, Elisa Grenet.